maman s'en va travailler. Tu vas être sage, mon petit loup? Oui. Ça faisait 2 mois que Michel était sur le chômage. Moi, je travaillais toutes les heures supplémentaires que je pouvais, là, mais à un moment donné, c'est sûr, quand on n'arrivait plus, tu sais. Puis un soir où je m'en allais travailler à la pizzeria, Michel, il a pété une coche dans les enfants, là. Le voisin a même appelé la police, là, une fois que j'ai été partie, tu sais. C'est un peu de même que j'ai appris, là, que Michel s'en prenait à eux quand moi, j'étais pas là. L'ampleur de la problématique des mauvais traitements chez les enfants 0-5 ans, on la connaît surtout en fonction des cas qui sont signalés au service de protection. En 1998, on avait fait une étude pan-canadienne où on a trouvé qu'il y avait à peu près 2% des enfants au Canada qui étaient signalés au service de protection, c'est-à-dire chez les 0-5 ans, à peu près 40 000 enfants signalés. Le pourcentage est à peu près le même en Ontario et au Québec également. Le nombre de signalements de mauvais traitements a augmenté. C'est pour ça que les intervenants sont sous l'impression qu'il y a de plus en plus de mauvais traitements, surtout de mauvais traitements physiques. En fait, on n'a pas vraiment de données populationnelles pour déterminer si le taux de mauvais traitements physiques a vraiment changé chez les enfants. Ce qui est très clair, c'est qu'on reconnaît de plus en plus à la fois l'effet physique, mais plus particulièrement l'effet émotionnel et développemental des mauvais traitements physiques sur le développement des enfants. Lorsque de la violence physique, on peut être à peu près sûr qu'il va y avoir aussi de la violence psychologique. Lorsque vous frappez un enfant, en général, vous l'avez menacé 2-3 fois de le faire. Donc, on utilise la violence verbale souvent avant d'utiliser la violence physique. Tu travailles encore à soir? Regarde, j'ai pas le choix, il faut bien qu'on vive. Puis là, oublie pas de donner le biberon à Marco. C'est-tu clair, ça? On sait bien, on dirait que tu profites de toutes les occasions pour te pousser de la maison puis me laisser les enfants ses bras. J'en ai plein mon casse! Regarde, t'as rien qu'à te trouver une job, OK? Hey, j'en ai assez, moi, de faire vivre 4 personnes, dont un enfant qui est même pas le mien. Hein? Tu lui demandes rien à son père à lui, hein? Ah non, tu le connais pas! On sait bien, un bâtard! Je suis pas obligé de m'occuper de lui, moi. Regarde, je l'ai pas pris quand il m'a dit ça, là. J'y ai jamais rien demandé pour Kevin, OK? Puis s'il l'aimait pas, là, ben il y avait rien qu'à me le dire au début. Puis jusqu'à maintenant, là, il avait rien dit, OK? Sauf que c'est sûr que le petit, il est pas fou, là. Il savait très bien qu'on chicanait à cause de lui, puis anyway, là, on chicanait tout le temps à cause des enfants. Michel, lui, il disait que j'étais pas une vraie mère, tu sais, que j'étais une genre d'erreur de la nature, là. Pareil comme Kevin puis Marco. Tu sais, que moi, là, je me faisais faire des petits juste pour faire payer les gars. Mais cette fois-là, là, il avait vraiment dépassé les bornes, OK? Il me reprochait à moi d'aller travailler pendant que lui passait ses grandes journées écrasé sur le divan à regarder la TV puis à boire de la bière. Hey, regarde, toujours bien moi qui payais sa bière. J'ai pogné une bouteille, puis j'ai pitché par la tête. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait après que ça, lui? Bien, il a envoyé Kevin y en chercher un autre, tu sais. Comme si le petit, là, il était à son service, tu sais. Il l'a traité de nul, puis de petit boss des bécosses, puis en tout cas, il m'a poussé, puis là, il m'a quasiment mis dehors devant Kevin, tu sais. Là, le petit, il est venu me voir, tu sais, là, je l'ai embrassé, tu sais, pour le rassurer, puis tout ça, là. Là, j'ai dit que, regarde, que je reviendrai pas tard, puis tout ça, puis je suis partie. Les 4 niveaux qui sont importants à retenir et qui peuvent augmenter ou diminuer le risque de mauvais traitement sont, au niveau sociétal, les valeurs, au niveau de la communauté, les politiques sociales, les mesures soutenantes ou non soutenantes, au niveau de la famille, ainsi qu'au niveau de l'enfant lui-même. Touche-y un poil de la tête pour voir. Je sais pas ce qu'il y avait dans l'air ce soir-là, mais tout allait mal. J'ai envoyé Kevin se coucher après que sa mère soit partie. Mais là, c'est Marco qui s'est mis à pleurer pour des riens.
Il a dû pleurer pendant des heures au moins. Je suis capable d'en prendre, là, mais à un moment donné, il y a des limites. Là, j'étais plus capable. Là, j'ai crié à Kevin. « Ah, moi, occupe-toi de ton frère! » Moi, j'étais plus capable, là. Mais là, à un moment donné, c'est les deux qui sont mis à pleurer. On aurait dit qu'ils faisaient exprès pour m'écœurer. Là, je suis allé leur parler. Hey, ça va faire! Toi, mon petit tas de marde, si tu continues de même, tu vas aller coucher dans la rue. T'as-tu compris, là? Non, Kevin, il a arrêté sec, là, mais pas le bébé. J'ai essayé de le calmer, là. J'ai brassé à couchette un peu, juste pour lui faire peur. Ça marchait pas. Fait que je l'ai laissé pleurer. Il y a, selon moi, deux modes d'expression de l'utilisation de la violence envers les enfants. Le premier mode, c'est l'adulte qui perd le contrôle. Alors, on se rend compte que dans ce cas-là, les enjeux, c'est que c'est les émotions qui contrôlent un peu le comportement. Le deuxième mode, c'est l'adulte qui prend le contrôle par la violence de l'enfant. Et dans ce cas-là, on a en général deux types de réalités. Un adulte qui va se sentir légitime d'utiliser la violence et qui va se dire, mon rôle, c'est de ce que l'enfant soit corrigé s'il transgresse et j'utilise la punition corporelle comme un moyen. Le deuxième, ce que j'appelle l'adulte qui se sent pas à l'aise, pas confortable, sans même voire coupable d'avoir utilisé la violence, mais qui n'a peut-être pas d'alternative dans des situations où l'enfant pose un défi. Alors, à ce moment-là, je dirais que c'est plus un adulte qui se sent inconfortable, qui a des valeurs qui désapprouvent la punition corporelle, mais qui n'a peut-être pas de stratégie alternative. La perception que l'adulte qui commet un geste, qui, dans le fond, exerce un mauvais traitement physique auprès de l'enfant, la perception qu'il a de cet enfant-là, c'est que c'est un enfant difficile. C'est un enfant qui va le provoquer dans ses comportements. Donc, c'est clair que le parent ou l'adulte prête des intentions à l'enfant parce qu'il a une méconnaissance du développement normal d'un enfant et une méconnaissance des besoins de l'enfant adaptés en fonction de son âge, bien sûr. Alors, souvent, l'adulte va prêter des intentions à l'enfant en disant, bien, il a fait exprès, il me provoque, il me cherche, bien, il m'a trouvé. Alors, c'est un peu la perception que l'adulte va avoir de l'enfant. Donc, comme si l'enfant était un peu responsable du geste que lui, cet adulte-là, a posé. Chez les très jeunes enfants, les auteurs, les personnes responsables, c'est en général les parents, les gens qui s'occupent des enfants au jour le jour. Et naturellement, avant tout, c'est les mères, parce que c'est les mères qui sont en contact avec ces enfants le plus souvent. En revanche, si on compare par exemple les mères aux pères au niveau des abus physiques, dans des familles avec deux parents, les pères, malgré le fait qu'ils ont moins de contact avec les enfants, sont plus souvent des abuseurs physiques que les mères dans une situation à deux parents. Mais dans la majorité des situations, c'est soit le père ou la mère. Surtout dans les cas de négligence, c'est plutôt les mères qu'on a tendance à identifier. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la vie de ces enfants qui peuvent également les maltraiter. Que ce soit la grand-mère, le grand-père, un oncle, une tante, une gardienne. Tu sais, le bébé il hurlait tellement que je me suis demandé si quelqu'un n'était pas en train de l'égorger. Puis là, ça s'est mis à brasser et à cogner dans le mur. J'ai pas fait ni un ni deux, moi j'ai appelé la police. Mais je pense que les enfants sont en danger. Mais le père a pogné les nerfs. Oh non, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mais là, c'est parce que je pense que ça cogne plus dur que d'habitude. La mère? Non, elle n'est pas là, elle est partie travailler. Oh non, écoutez, moi, je n'ose pas aller voir ce qui se passe là. Bon, mais OK, je l'apprécie beaucoup. Moi, je pense que c'est très urgent. Très bien, on s'en occupe immédiatement. Merci. Coudon, il n'y a pas moyen d'avoir la paye ici t'asseoir, là. C'est la police. Ouvrez, s'il vous plaît.
Un policier qui intervient auprès d'un enfant et il voit des bleus sur son corps, ne doit pas laisser l'enfant là et quitter. Il doit absolument faire appel à des ressources. Il peut appeler au bureau des enquêtes pour parler à des enquêteurs spécialisés en abus physiques d'enfants et doivent appeler le DPJ immédiatement. Aussitôt qu'un policier a un doute de maltraitance auprès d'un enfant, il doit faire appel à des ressources. Dans le cadre des mauvais traitements faits aux enfants, j'ai vu toutes les classes sociales. Il n'y a pas personne qui est exempté de ce problème-là. Ça peut arriver à tout le monde. Il s'agit de se donner les moyens nécessaires pour que ça n'arrive pas. C'est pas l'argent qui achète le contrôle émotif, c'est pas le métier, c'est pas l'éducation. De façon générale, quand on a des situations où un enfant nous est signalé parce qu'il a subi de mauvais traitements physiques, on va arriver souvent à une certaine reconnaissance de l'adulte qui a commis le geste, mais c'est davantage une reconnaissance du geste posé et non de l'impact de ce geste chez l'enfant. Et c'est ça qui est plus difficile à obtenir chez cet adulte-là parce qu'il ne comprend pas nécessairement dans quoi ça s'inscrit pour l'enfant. Et là, il y a tout un art d'arriver à faire ce travail-là avec l'adulte. Les conséquences de la victimisation sur le devenir des enfants sont importantes et sont multiples et affectent un peu tous les domaines de son développement. D'abord, sa santé. Bien, évidemment, les blessures qui peuvent encourir menacent son intégrité physique. Ensuite, son développement émotionnel. Ça peut affecter la confiance qu'il a en lui-même, la confiance en les autres, son interprétation du monde hostile, pessimiste. Ça aussi son développement comportemental. Hein, on associe souvent le fait d'être victime au fait de la probabilité accrue de devenir agressif. Donc, la possibilité, dans le fond, de développer des comportements qui vont être rejetés par la société. Ensuite, son développement psychosocial, c'est-à-dire la capacité qu'il va avoir d'entrer en relation de façon positive avec les autres, de s'affilier avec les autres. Et finalement, son développement cognitif. On a aussi observé des séquelles dans sa capacité d'évoluer normalement, retard de langage, et qui font une différence quand il va venir le temps de rentrer à l'école et aussi éventuellement de s'insérer professionnellement dans la vie. Les enfants victimes de mauvais traitements physiques peuvent avoir un comportement différent des autres enfants. Pas à tous les fois, mais parfois. On peut avoir des enfants complètement timorés, apeurés, qui vont se réfugier, qui vont se recroqueviller dans un coin, avec qui le contact va être très, très difficile. C'est une possibilité. L'autre possibilité qu'on voit parfois, c'est des enfants complètement l'inverse, qui vont se jeter littéralement dans les mains de l'intervieweur, dans les mains du professionnel, parce que peut-être il sent une certaine protection chez cet adulte-là qu'il ne peut pas retrouver dans son milieu familial. Les types de mauvais traitements le plus souvent infligés aux enfants vont être l'aspect cutané. Donc, on a des blessures, des morsures, des brûlures, des coups infligés avec des bâtons, différents objets. C'est toutes des formes de mauvais traitements infligés. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième serait les fractures. Des fractures de tout ordre. On peut serrer, on peut tordre, on peut... Tout ce qu'on peut imaginer, sauter sur un enfant, ils vont occasionner des fractures. C'est le deuxième grand système qui est affecté au niveau des blessures traumatiques chez l'enfant. De façon générale, les enfants qui nous sont signalés pour des mauvais traitements physiques, il y a une bonne proportion de ces enfants-là qui ont déjà fait l'objet d'un signalement par le passé ou qui ont déjà reçu des services. Donc, on parle d'à peu près de 30 % des signalements qu'on reçoit pour les mauvais traitements physiques. Et au plan de la récurrence ou de la durée dans le temps que les enfants ont vécu ces mauvais traitements physiques-là, un peu plus de la moitié de nos signalements, on peut dire que ces enfants-là ont vécu ou vivent dans cette situation-là depuis plus de 6 mois. Le problème des enfants qui ne sont pas signalés est assez compliqué, surtout chez les tout jeunes. Chez les enfants plus âgés, ils sont beaucoup plus souvent reconnus au niveau de l'école où les symptômes sont détectés plus rapidement. Chez les 0,5, les symptômes sont détectés beaucoup moins souvent. C'est des enfants qui passent plus de temps à la maison ou dans des situations de garderie qui sont moins structurées où on remarque moins les problèmes au niveau de la famille. Donc le premier problème, c'est simplement qu'on ne le remarque pas et c'est surtout pour ça.
Une seconde problématique, c'est au niveau des gens qui le remarquent, une hésitation de signaler. Et l'hésitation de signaler peut revenir à plusieurs choses, la crainte des représailles, naturellement. Il faut bien noter que les lois sont très claires à ce sujet-là. D'ailleurs, les gens qui signalent sont protégés contre toute poursuite judiciaire. Donc il y a la crainte des représailles. Il y a également un certain embarras. Confronter une famille pour leur dire « je suspecte que votre enfant est victime de maltraitement » n'est pas une chose facile. Les facteurs de risque qui mènent à la violence physique sévère sont en général plus nombreux, plus lourds que les facteurs de risque qui mènent à la violence physique mineure. En fait, on constate qu'il y a une triple vulnérabilité dans les situations de violence physique sévère. Une vulnérabilité personnelle, comme l'histoire de maltraitance, une vulnérabilité sociale, souvent de l'isolement, peu de soutien, puis une vulnérabilité économique, c'est-à-dire des gens qui sont souvent dans des situations difficiles de conditions de vie, de pauvreté, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les situations où il y a de la violence physique mineure. Dans le chapitre des punitions corporelles, à ce moment maintenant, on a des balises beaucoup plus claires qu'auparavant. On sait que dans certaines croyances ou certaines ethnies, le châtiment corporel, donc la punition physique, est souhaitable, même bien vu de la part de l'ethnie concernée. Mais il faut se souvenir qu'on est au Canada, régi par des lois canadiennes, et ces méthodes-là sont à proscrire dans les situations actuelles. C'est clair que le parent a à imposer son autorité, mais il y a une façon de le faire, il y a une façon nuancée de le faire sans nuire au développement de l'enfant. Alors, je dirais que le défi, c'est d'amener ce parent-là à constater l'impact des gestes qu'il pose sur l'enfant et qu'un parent qui est en prise de contrôle avec des corrections physiques, il atteint l'objectif extrême ou inverse de ce qu'il souhaite atteindre. Ce n'est pas un enfant qui va devenir obéissant et qui va avoir intégré les règles que le parent veut qu'il intègre. C'est un enfant qui va devenir révolté et qui va vouloir défier de plus en plus son parent. Bien, c'est ça s'est passé quand j'avais environ 4 ans. Mon père voulait m'apprendre à nager. Puis lui, l'important pour lui, c'était qu'on garde notre souffle le plus longtemps possible. Puis je pense que c'était ça pour lui qui était important. Fait que le soir, je me rappelle, il sortait un gros bol d'eau, puis il me mettait la tête dedans. Puis c'est là qu'il comptait les secondes. Puis 10, 15... C'est comme si chaque soir, c'était toujours plus long. Puis un jour, on était allé à la piscine. Et en arrivant à la piscine, il m'a fait tomber dans l'eau. J'ai à peine eu le temps de revenir sur le côté de l'eau qu'il m'a recalé la tête dans l'eau. Puis il a continué à compter les secondes. Puis moi, je pouvais pas vraiment sortir la tête, mais même si je le voulais, je savais qu'il allait me recaler la tête dedans de toute façon. C'est là que le gardien nous a vus, puis il a dit à mon père d'arrêter de faire ça. Puis mon père disait que c'était sa technique, puis qu'il savait ce qu'il faisait, puis que c'était pas normal qu'à mon âge, je sache pas nager. Puis depuis ce temps-là, je sais nager, sauf que j'ai quand même peur de mettre ma tête en dessous de l'eau. La victimisation de ce petit garçon reflète, d'après moi, un cas de terrorisme effectué par un agresseur légitime. Et ces agressions-là sont sévères et même préméditées. Puis le problème que je vois dans cette situation-là, c'est un problème de conception de l'apprentissage qui fait que le comportement du parent qui essaye d'éduquer recourt à des moyens extrêmes pour arriver à ses fins. Or, ces mêmes moyens ont des conséquences très néfastes sur l'enfant, et comme vous pouvez le constater, qui engendrent des sentiments de peur, puis voire même qui sont totalement, non seulement inadéquats pour l'enfant, mais inefficaces pour l'apprentissage. C'est important qu'il y ait la détection précoce des mauvais traitements parce que les séquelles peuvent être très, très graves et plus l'enfant est jeune, plus les séquelles peuvent être graves et plus cet enfant-là est vulnérable et donc à risque. Or, c'est important que tous les adultes qui gravitent dans la vie d'un enfant soient vigilants et dénoncent rapidement parce que tous ces adultes-là ont un rôle de protection à jouer auprès de l'enfant. Alors, il y a certains indices qui peuvent permettre aux intervenants de détecter ou soupçonner qu'un enfant est peut-être victime de mauvais traitements. L'enfant qui se retire, par exemple, qui a de la difficulté à établir des liens avec les autres, bien, ça peut être un indice qu'il n'est pas bien traité dans sa famille. Un enfant qui explose facilement, qui est frustrable facilement, qui est irritable facilement, ça peut être aussi un autre
indice. Ou encore un enfant qui est faussement social, c'est-à-dire qui s'approche des adultes, mais sans discrimination. Ça aussi, ça peut être un indice. Je pense que c'est important d'accorder autant d'attention à un enfant qui est retiré qu'à un enfant qui explose. Si j'avais un message pour les intervenants, ce serait vraiment à deux niveaux. D'un côté, l'importance d'identifier ce genre de situation et d'aller chercher de l'aide, mais d'un autre côté, l'importance d'offrir de l'aide aussi. Ce sont des familles qui sont très vulnérables. Ce n'est pas facile de trouver un point d'entrée avec ces familles. Si on a déjà une relation avec un de ses parents, comme instituteur, comme personne travaillant dans une garderie, comme voisin, il faut se servir de cette relation pour pouvoir offrir de l'aide avec ces familles. C'est des familles isolées, c'est des familles qui ne veulent pas faire mal à leur enfant. Il n'y a pas une intentionnalité, c'est assez rare ce genre d'intentionnalité. C'est des parents qui n'ont pas une capacité pour une raison ou une autre. Et avant tout, il faut leur offrir de l'aide. Moi, quand je serai grande et que j'aurai des enfants et qu'ils seront encore petits, quand je les chicanerai, je leur donnerai juste une petite tape sur la main. Parce que les petits enfants, ça ne mérite pas des grosses tapes.